Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce panel qui sera consacré à un cloud pour l'Afrique. Donc, c'est le premier panel sur deux. Donc, le deuxième portera sur les aspects sécuritaires. Donc, nous remercions l'ensemble des participants et ce panel d'experts qui nous fait l'honneur aujourd'hui de venir débattre sur le sujet. Comme vous le savez, la crise Covid-2019 a démontré la grande fragilité des écosystèmes numériques africains, malgré les progrès qu'on a réalisés ces derniers temps. Entre cherté des accès et manque, voire inexistence de raccordement dans certaines zones, la question des infrastructures reste centrale quand on sait, sans infrastructures robustes et accessibles, on ne peut pas réussir le numérique. Cela démontre encore une fois la grande dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur ou des puissances étrangères. Continuer à admettre que les données critiques comme celles liées à la santé, à l'identité numérique, à l'inclusion financière et économique de plusieurs milliards de personnes sont gérées par des puissances étrangères reste quand même une initiation très grave. Donc, la question qu'on se pose dès lors, c'est est-ce qu'on peut construire un modèle pérenne qui pourrait rendre le continent moins dépendant? Ça, c'est la première question que je vous ai posée. Est-ce que c'est une fatalité aujourd'hui de continuer à faire héberger ces données chez Amazon, chez Google Azure ou chez Microsoft qui détiennent aujourd'hui plus de 70% du marché des données? Ça, c'est une autre question que je voulais poser. Est-ce que le déploiement d'infrastructures tel que nous l'avons vu ces derniers temps avec le déploiement des data centers dans plusieurs régions, on a vu ces derniers jours le déploiement des data centers tier 3 dans plusieurs pays, est une alternative pour nos pays africains? Donc voilà, pour débattre de tous ces sujets, donc dans un second temps, nous aurons l'honneur d'avoir un autre panel sur les aspects sécuritaires quant à la gestion de ces données critiques. Pour débattre de ce premier sujet, donc sur un cloud africain et de la souveraineté, donc j'ai le plaisir d'accueillir M. Lassina Kone, qui est CEO de Smart Africa, qui visiblement n'est pas encore connecté, qui a des problèmes de connexion, qui va nous rejoindre dans un instant. J'aurai le plaisir de lui donner la parole tout à l'heure. Nous avons également M. Amil Zarouk, qui est le président de la fédération de l'APBI, donc au Maroc, qui réunit donc les patrons dans le domaine de l'offshoring et des télécommunications. Ensuite, nous aurons Shamsuddin Mouazini, qui est le directeur général de l'Agence nationale de développement numérique des Comores. Donc, un pays, on voit des pays comme le Maroc, des pays comme le Sénégal qui ont déjà déployé des data centers depuis quelques années, donc plus récemment pour le Sénégal. Et en ce qui concerne les Comores, c'est un projet donc, qui reste en cours de déploiement, donc nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Nous aurons également M. Bassirou Ba, qui est le directeur des parcs technologiques et numériques du Sénégal, qui pourra revenir sur le déploiement récent du data center tier 3 au Sénégal. Et enfin, nous aurons deux vice-présidents de Huawei, M. Philippe Wang, qui est vice-président exécutif de Huawei North Africa, et M. Mounir Soussi, vice-président cloud et intelligence artificielle chez Huawei, qui pourra également revenir sur les aspects liés à la stratégie du groupe de compagnies, le déploiement des data centers en Afrique. Merci à ce beau monde d'avoir accepté de nous rejoindre. Je ne sais pas si Lassina Kone est parmi nous. C'est la première question que j'avais s'adresser à Lassina Kone. S'il n'est pas là, je lui donnerai la parole tout à l'heure. En attendant, donc, je me tourne vers je suis connecté, oui. Ah, il est là. Bonjour, bonjour, cher ami. Bonjour, Lassina. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. Donc, Lassina Kone, CEO de Smart Africa, qui, dans son objet, réunit une trentaine de pays aujourd'hui, donc dans le but de mettre en place un marché unique africain du numérique. Alors, la première question, après avoir introduit cher Lassina, c'est de demander en tant que dirigeant de Smart Africa, et tu as une vision globale du continent sur le plan du numérique. Quel est le sens à donner aujourd'hui la souveraineté numérique pour toi en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière? Parce qu'on entend beaucoup de choses derrière la souveraineté numérique en tant qu'expert et en tant que CEO de Smart Africa. Quelle est ta vision de cette souveraineté numérique en Afrique? Merci beaucoup, cher frère. Merci de m'avoir invité. Merci, chers collègues panélistes. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend. D'accord. En tant que directeur général de Smart Africa, il faut dire que la souveraineté numérique en Afrique repose sur l'idée que l'Afrique peut définir sa propre trajectoire technologique de manière autonome. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tout d'abord, cela signifie que l'Afrique possède l'ensemble des capacités
à la fois techniques et institutionnelles pour maîtriser les technologies clés d'aujourd'hui, surtout avec la jeunesse que nous avons, tant d'un point de vue économique que social et politique. Ensuite, cela aussi signifie que l'Afrique peut décider en toute indépendance des choix technologiques et de leur régulation sans être soumise à des forces extérieures. Donc, à Smart Africa, nous sommes évidemment convaincus que cet objectif ne peut être atteint par des États seuls et isolés. Et je répète un peu, lors de ma dernière réunion avec dernier appel vidéo avec son Excellence le ministre du Maroc, qui disait que l'objectif, c'est de progresser ensemble, l'ensemble des pays africains. Donc, en mutualisant nos ressources, en combinant aussi nos efforts, et en apprenant ensemble, nous pouvons augmenter ces capacités et renforcer notre pouvoir de négociation. Et je suis heureux de constater qu'un nombre croissant de gouvernements partagent ce point de vue aujourd'hui, puisque le nombre de nos adhésions n'a cessé d'augmenter depuis la création de notre alliance. Aujourd'hui, on fait 32 États aujourd'hui qui rassemblent plus de 815 millions de consommateurs. Donc aujourd'hui, plusieurs pays se posent la question comment accompagner au mieux la numérisation de leur société et leur économie. Les États mentionnent en premier lieu les enjeux de sécurité, la protection des infrastructures vitales, la sécurisation des données gouvernementales et militaires essentielles à la sécurité nationale. Et l'évitement aussi de la dépendance de la chaîne d'approvisionnement en composant la technologie et la prévention des menaces pour la démocratie. Vous voulez dire quelque chose Oui, très bien. Donc, je disais juste, tu viens d'aborder la partie sécurité. Je disais, ça fera l'objet d'un panel dans le prochain panel qui va suivre tout à l'heure, avec des experts qui vont également s'épancher davantage sur cette partie sécuritaire. Je laisse continuer. D'accord. Donc, pour terminer là, il est juste également, il y a également des inquiétudes d'une nature économique. Nous voulons également des champions numériques locaux, pourquoi pas, et soutenir l'emploi dans la sécurité, dans le secteur des TIC ou l'économie numérique, ainsi que partager la valeur qui est créée par la nouvelle économie de la donne. Enfin, pour terminer, il s'agit de protéger les citoyens, avoir la capacité de protéger leur vie privée et pouvoir lutter aussi contre une variété de menaces en ligne que nous savons aujourd'hui, telles que le terrorisme, le discours des haines, des informations que nous avons vues ces temps-ci, surtout avec la COVID, tout en garantissant le droit d'accès à l'information. Et c'est ce que je voulais dire en tant que directeur général de Smart Africa. Très bien. Merci beaucoup, cher Lassina, pour ces mots d'introduction pour camper le sujet en tant que Smart Africa. Donc, nous avons compris dans vos propos que l'Afrique a les moyens, l'Afrique a la capacité ou a la volonté d'aller vers cette souveraineté numérique, de prendre son destin en main pour pouvoir le gérer. Et pour cela, donc, il y a les préalables liés notamment aux compétences, d'une part, et également liés à la sécurité des données critiques sur notre continent. En parlant de compétences, justement, Amir Zarouk pourra y revenir, puisqu'il est président de la fédération marocaine de l'APBI, il pourra présenter un peu son organisation. Le Maroc a franchi un cap, notamment en termes de gestion des ressources, en termes de capacité et en termes de déploiement de solutions et de capacité en termes de digital. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire le Maroc a atteint cette souveraineté numérique en ce qui le concerne? Amin Zarouk. Merci beaucoup, mon cher Mohamedou. Effectivement, merci beaucoup déjà pour l'invitation, pour le choix de la thématique. Je dis également bonjour à l'ensemble des panélistes. Alors, justement, en fait, pourquoi je dis excellente thématique, parce qu'effectivement, c'est une thématique qui est de plus en plus d'actualité. Dans souveraineté numérique, il y a d'abord souveraineté. Et on sait très bien qu'à travers cette crise que nous avons vécue tous, chacun dans ce pays, ce mot, il a de plus en plus de sens et de valeur. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté industrielle, on parle de souveraineté d'approvisionnement, une souveraineté financière, de santé, de communication.
là, on est en train de communiquer et à travers ça, c'est aussi une thématique de la souveraineté. Et puisque on sait que ce monde est en train de converger et d'aller vers le numérique, donc la souveraineté numérique est une pierre, on va dire, angulaire à toute souveraineté. On sait très bien que tous les projets de l'agritech qui se développent, c'est-à-dire demain, l'agriculture sera dépendante du numérique, l'industrie 4.0, le e-commerce, le health tech, la fintech, etc. Et donc tout ça nous pousse à considérer et à mettre le focus sur ce prérequis de la souveraineté au sens large, qui est la souveraineté numérique. Donc c'est une vraie question. Et on ne peut pas, quand on parle bien entendu de souveraineté numérique sur sa composante, puisqu'il s'agit de l'objet du panel, du cloud, en fait, le cloud, il y a le volet infra, qui est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire l'infra, que ce soit les data centers ou les fournisseurs de services, mais également un volet qui est extrêmement important, qui est le volet de la sécurité, la sécurité des données, la régulation, etc. Donc, je vais peut-être juste faire un petit peu le parallèle avec peut-être un autre domaine qu'on connaît tous et qu'on utilise bien entendu souvent, c'est l'aviation. C'est-à-dire, si on veut développer l'aviation dans un espace, eh ben, il suffit pas de construire que des aéroports et dire ok, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Donc il faut pas tomber dans le piège de limiter le cloud ou cette souveraineté de cloud au data center. Bien entendu, c'est très très important. Les data centers, c'est des aéroports, mais à côté de ça, bah, il y a les services qui sont offerts. Les data centers, c'est un peu le tarmac sur lequel se pose l'avion, qui est le conteneur des données. Mais il y a également des services aux aéroports. Il y a aussi les fournisseurs de services, il y a les télécoms, il y a les compagnies aériennes, les petites, les grandes, les startups. Mais également, il y a tout le côté réglementaire, tout le côté qui est lié à la sécurité des passagers, qui est lié au visa, à la circulation des données, mais également à toute la partie justement régulation. Et si je continue à faire le parallèle avec l'aviation, bah, c'est tout ce qui est normes et régulations de la navigation. Donc, c'est extrêmement important d'avancer ensemble, ne pas se dire juste moi je construis des murs et je mets des ordinateurs, je les connecte et j'ai mon cloud. Et bien entendu, avec tout ça, il faut des compétences. Et les compétences, bah, c'est un peu les pilotes qui vont conduire ces avions et qui vont travailler dans ces data centers. Très bien. Et c'est ce qu'a dit M. Lassinet, c'est extrêmement important parce que bien entendu, c'est très difficile parce que quand on parle de souveraineté, ça veut dire qu'il faut être d'une certaine façon autonome sur l'ensemble de chaînes de valeur. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, je pense qu'aucun pays africain n'est capable seul d'être autonome sur toute la chaîne de valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on unisse nos forces, qu'on chaque pays puisse définir sur quoi il peut mettre le focus. Et je rajouterai, puisqu'on est toujours dans la partie de la circulation et l'hébergement de la donnée, c'est un peu un travail qui doit être fait en amont, toujours dans le cadre de la régulation et de la régulation des navigations. C'est ce qu'on appelle la diplomatie digitale. Alors, cette diplomatie digitale, parce qu'on parle toujours de la libre circulation des personnes, de la libre circulation de la marchandise, mais il faut aussi qu'on parle de la régulation pour avoir une libre circulation des données. C'est un enjeu extrêmement important et c'est un prolongement de la diplomatie au sens large. C'est le côté diplomatique des données sur lequel justement Smart Africa et j'estime que c'est le bon acteur qui peut driver cette diplomatie du digital. Bien sûr, le Maroc avec les acquis qu'on a peut jouer un rôle important dans ce sujet de mettre un cadre réglementaire sur ce côté-là de diplomatie des données.
Merci beaucoup, Amin Zarouk, pour ces précisions. Donc, je comprends, donc tu t'alignes complètement par rapport à ce que vient de dire notre ami Lassine Koné par rapport à la mise en avant donc, des forces, donc avancer tous ensemble, croire en nos destins. Et j'aime bien ce parallèle avec l'aéronautique en disant qu'il ne suffit pas d'avoir des murs et des ordinateurs pour construire un data center. Il faut également des compétences. Il faut une harmonisation dans la réglementation, puisque aujourd'hui, il y a une disparité entre les pays. Et également, le volet compétences est très important. Donc, si je retiens. Peut-être un point, c'est aussi la confiance. Parce que quand on parle de cloud souverain, parce que la souveraineté, moi j'estime personnellement que la souveraineté, c'est une notion qui dépend de pays. Par contre, quand on parle d'un groupe de pays, il faut parler de confiance. Donc, je pense qu'il va falloir utiliser un cloud de confiance au lieu de cloud souverain africain. Mais ça, c'est juste une petite nuance. Ça fera l'objet d'interventions dans le prochain panel où on aura Omar Segrouchni qui gère ces questions-là au niveau du Maroc concernant la confiance dans le numérique. Et je reviens juste sur un point que tu as développé, c'est le volet diplomatie numérique qui est un flagship confié au Maroc dans le cadre de l'Alliance Smart Africa. Et donc, je pense que ce soit votre organisation ou les autres organisations marocaines comme l'ADD ou autres qui interviennent également dans ce domaine-là, ont du travail à faire dans le domaine de la diplomatie numérique pour essayer d'harmoniser tous ces volets-là qu'on a aujourd'hui en Afrique. Merci, cher ami Amin Zarouk, pour ces précisions. Donc, je me retourne vers Shamsuddin Mouzani, qui est le directeur général de l'Agence du développement du numérique des Comores. Là, on vient d'un exemple du Maroc qui a déjà déployé ses infrastructures déjà en place et les compétences, la proximité de l'Europe font que le Maroc a un avantage concurrentiel. Et donc là, on va dans un pays qui est un peu comment dire, qui est un peu dans une île qui a une spécificité. Donc la question que je voulais poser à notre ami Shamsuddin, vous n'avez pas encore déployé de data center aujourd'hui à l'échelle nationale, mais c'est un projet qui est en cours. Quelle est la nature des besoins aujourd'hui en termes de gestion des données à l'échelle nationale pour vous? Vous allez vers la mise en place d'un data center prochainement. Quoi faire? Alors tout d'abord, bonjour à tous et permettez-moi de remercier CIOMAG et vous particulièrement, Monsieur Mohamedou, de nous avoir conviés à cette belle table ronde et je vous remercie vraiment pour la pertinence de la thématique qui en fait tombe effectivement à point pour nous puisque nous sommes, comme vous le disiez tout à l'heure, en chemin. Les Comores ont démarré leur transformation digitale voilà maintenant à peu près 2 ans. 2 ans consacrés à mettre en place un certain nombre de prérequis, notamment sur les aspects réglementaires, sur les aspects gouvernance. Mais on a pris le temps de consolider vraiment nos différentes visions, que ce soit sur la cybersécurité, que ce soit sur notre architecture d'entreprise gouvernementale en vue de mettre en place de manière on va dire aux normes et dans les standards internationaux notre administration électronique, mais aussi d'envoyer des signaux très clairs et très concrets à notre jeunesse et de commencer vraiment à démocratiser cet enjeu du numérique au sein des populations, adresser très rapidement les enjeux que vous avez déjà cités, notamment Monsieur Lassina tout à l'heure, sur le capital humain, qui est vraiment un des points vraiment très, très, très critiques que nous avons à faire face. Alors, donc, voilà pour les remerciements et juste dire que notre initiative est vraiment appuyée par une volonté politique qui s'est exprimée sur l'affirmation du numérique pour appuyer le développement de notre pays à l'horizon 2030 pour atteindre une émergence, puisqu'on l'a positionné en tant que catalyseur. Donc, ça montre à quel point il y a une vraie appropriation maintenant de cette thématique-là. Et nous sommes donnés comme objectif, et là je réponds rapidement à votre question, dans notre plan de développement intérimaire, nous sommes donnés l'objectif de nous doter d'un data center aux normes et standards internationaux d'ici 2024. Alors, comment on le fait? Justement, on le fait avec cette approche, on va dire, d'intelligence collective, panafricaine également. Et vraiment, j'étais très
très attentifs à ce que le CEO de Smart Africa a développé tout à l'heure, puisque ça nous rassure, nous, en tant que petit État insulaire, nous avons les mêmes besoins en termes d'infrastructures critiques, mais les contraintes ne sont peut-être pas les mêmes, ne serait-ce qu'au niveau de la spécificité géographique de notre territoire, de la taille de notre économie, de la taille de notre capital humain et population. Donc, je pense qu'en nous rapprochant de cette dynamique panafricaine, les effets de mutualisation, nous devrions en bénéficier. Et nous avons aussi, je pense, des choses à apporter dans cette dynamique collective. Très bien. Merci beaucoup, Shamsuddin, pour ces précisions concernant la situation géographique et géostratégique des Comores, qui est un pays insulaire, qui a ses spécificités géographiques et économiques et qui joue beaucoup sur la mutualisation des ressources, comme le promeut aujourd'hui l'Alliance Smart Africa. Mahmoudou, peut-être juste un mot, si vous permettez, pour être un peu plus, pour répondre vraiment sur la partie besoin. Tout à l'heure, parce que je suis resté un petit peu général volontairement pour pas monopoliser la parole, mais c'est important quand même de dire que nous avons à faire face à deux situations. D'abord, la situation d'urgence. Actuellement, les études qu'on a pu mener nous ont permis de prendre vraiment la mesure de la situation sur à la fois l'état de nos données, notre maturité en termes de digitalisation, d'informatisation, et nous devons absolument, dans un temps très court, apporter des réponses très rapides pour, justement, pour reprendre le terme de notre collègue du Maroc. Allô? Oui, excusez-moi. Merci beaucoup, Shamsuddin, pour ces précisions. Apporter une confiance numérique dans le court terme. Très bien. Je pense qu'il y a un problème de connexion avec les Comores. On reviendra tout à l'heure avec Shamsuddin pour plus de précisions par rapport à ce qu'il dit. Donc, je donne rapidement la parole à Huawei, notre partenaire pour ce panel, M. Philippe Wang, qui doit partir, malheureusement. Mais on aura M. Mounir Soussi qui va poursuivre les échanges pour nous parler de la position stratégique de Huawei. Donc là, on est en train de parler de souveraineté numérique, mais on a un acteur chinois qui intervient dans plusieurs pays aujourd'hui et qui apporte des réponses. Shamsuddin, je reviens tout à l'heure, je donnerai la parole tout à l'heure pour continuer. D'accord, je vais faire très rapide, mais en gros, c'est pour vraiment passer le message. Excuse-moi, Shamsuddin. Oui, pardon. Ouais, il y a Philippe Wang qui doit partir et pour nous laisser juste très bien, ok. de salutation. Et juste Parfait. Très bien. Je te reprends tout de suite. Voilà. Philippe Wang, donc merci d'avoir été parmi nous. Merci d'être là, d'accompagner cette dynamique qui se met en place avec CIUMAG. Et dans cette réponse par rapport aux questions liées, donc en termes de coopération, on voit que vous intervenez dans plusieurs pays en termes de déploiement de solutions, en termes de fourniture d'infrastructures. C'est le cas notamment du Sénégal récemment. Aujourd'hui, comment peut-on voir la position la position stratégique de Huawei, notamment en termes de déploiement en Afrique et de coopération? D'accord. Oui, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie sûrement CIUMAG pour l'invitation à cette e-conférence challengée. Et je suis très content de retrouver mes amis comme M. Koné, M. Zarouk. Et aujourd'hui, j'ai un autre collègue, c'est M. Mounir Soussi, le vice-président de l'Afrique pour le cloud et l'intelligence artificielle qui est là, qui peut prendre le relais. Et c'est un vrai professionnel dans ce domaine. Et vous connaissez, c'est sûr. Donc, nous sommes ravis d'ici pour répondre à certaines questions et pour échanger des idées. Donc, Huawei, en tant qu'acteur très actif dans ce continent, et nous sommes le fournisseur de la solution cloud, comme vous le saviez. Et puis, la notion souveraineté numérique, pour nous, c'est capital. Et puis, pour vraiment réaliser cette souveraineté, pour Huawei, nous pensions qu'il y a trois niveaux. Tout d'abord, c'est au niveau réglementation. Il faut qu'on ait une réglementation claire pour avoir une stratégie claire tracée. Surtout en Afrique, comme mentionné par M. Koné et M. Zarouk, c'est un pays seul, ça sera difficile
à vraiment mettre en place une chaîne de valeur bout en bout pour protéger cette chaîne de valeur, la souveraineté numérique. Donc, important, c'est d'où qu'on commence, où il faut positionner. Huawei, selon notre savoir-faire dans ce domaine, nous pensions que il y a, à part de la réglementation, il y a encore deux niveaux très importants. Tout d'abord, c'est au niveau de l'infrastructure. Ça, c'est la partie hardware. Au moins, une fois qu'on a une réglementation claire, il faut qu'on ait un endroit pour stocker, pour protéger les données sans d'être hébergé en dehors de notre pays. Donc ça, c'est déjà capital. Donc, la souveraineté numérique, je crois, c'est, pour simplifier la notion, c'est la capacité de gérer les données, nos données, les données de nos citoyens. Donc, comment on peut gérer? Tout d'abord, il faut qu'au moins qu'on a la main sur ces données-là, qu'on a l'infrastructure. Donc, de où l'outil comme le cloud et le data center, c'est très important. Donc, au niveau de l'infrastructure, il ne faut pas ignorer, même ça sera un investissement capital important. À court terme, on ne voit pas un retour sur l'investissement très vite, mais quand même, c'est un sujet stratégique. Ça, c'est et deuxièmement, c'est qui va gérer ces données-là. Donc, on ne va pas gérer les autres qui va gérer toutes ces données-là. Donc, c'est notre propre talent. Donc, c'est deuxième, c'est le talent à former, à laisser rester en Afrique, dans notre pays. Donc, c'est deuxième domaine, l'éducation. Huawei qu'on s'engage. Nous avons des programmes avec nos partenaires en Afrique. C'est vraiment pour former une équipe et des techniciens locaux pour qu'ils puissent, par la suite, gérer pour leur propre pays. Donc, tout ça, c'est très important. Donc, c'est dans ce domaine-là, au niveau de l'infrastructure, Huawei, on peut fournir des solutions. Ça, c'est notre corps de métier. Deuxièmement, on s'engage avec nos partenaires, avec l'État, pour former plus de talents qui, par la suite, qui puissent gérer toutes ces données-là. Je pense que ça, c'est le point. Le hardware et software, c'est très important. Donc, c'est Huawei, on s'engage pour le continent. On applique une philosophie en Afrique pour l'Afrique pour assumer notre responsabilité à long terme, et surtout la partie sociale. Et je pense que pour des questions techniques un peu plus approfondies, mon collègue Mounir ceci peut prendre le relais pour répondre avec toute transparence, avec notre volontairement, tous les détails. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Philippe Bang, pour ce mot d'introduction et cette vision que vous nous donnez de la position de Huawei pour renforcer la coopération, notamment dans le domaine de la réglementation. Vous disiez qu'il faut une réglementation claire pour protéger la chaîne de valeur nécessite des infrastructures à l'intérieur des pays, ce que Huawei s'attelle à faire en accompagnant un certain nombre de gouvernements dans ce déploiement-là. Également, vous avez parlé de la formation des talents qui est un impératif pour garantir cette souveraineté numérique des pays. Merci pour ce mot d'introduction. Donc, je pense que vous avez un impératif. On va peut-être vous libérer. Vraiment désolé, il faut que je vous quitte. Mais mon collègue va rester avec vous. Et moi, je suis encore une fois, je me très ravi de vous retrouver sur ce panel. Et j'espère très bientôt. Merci. Très bien. Merci beaucoup. On donnera la parole à Mounir Soussi pour qu'il continuera le débat tout à l'heure. Donc, Mounir, je reviendrai vers toi après avoir donné la parole à Shamsuddin qui voulait peut-être finir son propos avant de passer la parole à Bassirouba. Oui, non, c'était juste pour répondre de manière beaucoup plus spécifique sur la question du besoin. Donc, un besoin court terme pour pouvoir justement offrir une réponse à la problématique de l'hébergement avec une approche de mutualisation et de niveau de sécurité suffisant des données publiques dans un premier temps, mais pour accompagner notre dynamique de déploiement des plateformes e-gouvernement et de ce qu'on appelle les facilitateurs digitaux que nous allons lancer dans les 6 prochains mois. Donc, tout ça pour dire que voilà, nous sommes dans une problématique concrète qui est du coup pressante et qui nous demande d'opérer les bons choix dès maintenant. Donc, peut-être que la solution tout à l'heure évoquée par notre ami du Maroc sur le cloud sera une des solutions pour répondre justement à ces aspects court terme.
mais de manière un peu plus long terme, la décision de nous doter d'un data center aux normes vraiment répond à notre volonté justement d'offrir cette souveraineté nationale. Je suis d'accord avec ce terme-là. Rapatrier nos données qui sont déjà disponibles sur le territoire national et faire en sorte que l'ensemble de nos données, nous soyons maîtres de notre destinée. Et ça nécessite effectivement des efforts et des bonnes stratégies, tant sur le capital humain, sur la mobilisation de ressources, ça a été dit rapidement tout à l'heure, mais pour pouvoir être souverain, être maître de ces choix technologiques et stratégiques, il faut avoir aussi une autonomie quelque part dans les moyens financiers nécessaires au financement des investissements. Voilà, je m'arrête là. On y reviendra tout à l'heure si besoin. On aura l'occasion de développer tout ça tout à l'heure. Merci de ces précisions-là. Vous disiez que tout à l'heure, en mettant en place un data center aux normes internationales, les Comores penseront à rapatrier les données qui sont hébergées à l'extérieur. Ça a été le débat à l'occasion de l'ouverture du data center au Sénégal. Je me tourne vers Bassirouba, qui est le patron des parcs des technologies numériques du Sénégal. Le Sénégal a inauguré son data center il y a quelques jours et au mois de l'inauguration de ce data center tier 3, il a été question des bénéfices que ce centre de données va apporter à la coopération, mais également, on a vu le président de la République instruire toutes les administrations à rapatrier les données stratégiques des administrations dans ce data center tier 3. Pensez-vous que cela suffit pour aller vers cette souveraineté numérique, Bassirou? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Mohamedou, cher frère, pour cette invitation. Et je salue tous les panélistes, en fait, tous les collègues qui sont connectés, ainsi que tous ceux qui nous suivent. C'est une question très importante que cette affaire de souveraineté numérique. Ça a été largement débattu. Je pense que l'ensemble des intervenants a bien décrit, en tout cas, a planté en tout cas le décor. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel de ce qui a été posé comme question, à savoir donc cette volonté exprimée par le chef de l'État, à savoir donc utiliser ce bijou qui a été inauguré il y a quelques jours, en effet. Donc, cela traduit cette volonté exprimée à plusieurs reprises et donc qui est traduite en action dans sa vision, donc, en tout cas, de mettre en place une modernisation non seulement de l'administration, c'est très important, pour mieux servir les populations, mais également nous aider en tout cas à moderniser globalement notre économie. De manière générale, sachant que ça a été très, très bien dit par ceux qui sont intervenus avant, le digital est un outil, en tout cas, qui est transverse et qui, de toute façon, adresse l'ensemble des usages au quotidien. Dans tous les secteurs économiques, de manière générale, je pense que le digital, de plus en plus, est un outil dont on ne peut se passer. Et ça fait partie vraiment de notre vie au quotidien désormais. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'effectivement, il est important de poser un certain nombre de préalables pour que cet usage fonctionne au mieux en répondant à l'ensemble des objectifs. Le premier pas important donc, qui a été exprimé par le chef de l'État, à savoir la volonté à travers ce data center donc, qui a été réalisé par l'Agence de l'informatique de l'État. Je précise que c'est différent du PTN. De manière générale, cette agence en fait a donc livré cette infrastructure de manière satisfaisante, avec d'ailleurs Huawei qui est dans le panel, qui est donc le partenaire avec lequel cette réalisation a été menée. Mais il est important pour que cette transition, en tout cas cette migration, ce rapatriement des données dont on a parlé, se fasse. Il y a un certain nombre de préalables, évidemment, qui a été décrit ici, dont il faut s'assurer. Je tiens à préciser que dans le déroulé des politiques publiques, donc dans le cadre de cette mise en œuvre de cette vision, il y a des actions structurantes qui ont déjà été menées pour que cette souveraineté dont on parle et cette maîtrise de nos données de manière générale soit fait au mieux. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, donc l'État du Sénégal, et je pense que beaucoup d'États, à travers donc, ce qui a été dit même dans ce panel, au niveau même international et au niveau africain, notamment avec Smart Africa, les initiatives de ce type, beaucoup de pays, en tout cas, sont en train de faire des efforts importants, comme le Sénégal, pour investir sur les infrastructures. C'est une chose que d'avoir un data center, mais il faut avoir un déploiement de haut débit
déployer un certain nombre d'infrastructures, assurer une bonne connectivité pour que ça fasse sens. Ça fait partie des préalables, évidemment. Donc ça, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a beaucoup de milliers de kilomètres de fibres optiques qui ont été développés pour que ce type d'outil puisse avoir son sens. Autre chose, ça a été dit, je tiens à le relever, il y a beaucoup d'instituts de formation qui sont en train d'être mis en place et qui sont en train d'être renforcés pour que, justement, ce qui a été dit, à savoir comment s'assurer qu'en ayant l'infrastructure, nous ayons la capacité de bien gérer l'ensemble des problématiques qui sont posées par ces activités complexes. Parce que, évidemment, c'est de la technologie, c'est de la connaissance, ce sont des choses qui sont très techniques parfois. Et pour cela, il faut que nous ayons effectivement le capital humain qui va avec, afin que cette souveraineté ait un sens. Sinon, avoir une souveraineté juste d'infrastructure est un peu réducteur. Et ça a été bien dit ici. Autre chose, Mohamedou, que tu me permettras de dire très rapidement, je sais que voilà, il y a un tour de table, mais parler un peu du PTN. Le PTN, en fait, est l'autre pendant de ce que l'État a mis en place avec le data center côté public, donc de la DIE, qui a été mise en œuvre. Le PTN est la réponse que le chef de l'État apporte aux besoins et aux préoccupations du secteur privé local, mais également le secteur privé international qui veut s'installer au Sénégal. Et donc dans la sous-région, puisqu'on ne peut pas parler d'une manière... il faut qu'on ait en tête cet aspect communautaire et panafricain dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Du coup, le PTN, en fait, en résumé, dans le PTN, il y a un espace qui est favorable au développement des activités du secteur privé. Il y a tout un tas d'ouvrages qui est dédié à la créativité et à l'innovation. Donc, il y a un centre aussi pour pouvoir mettre en place des activités de business process outsourcing, donc capter les opportunités qui nous viennent d'ailleurs et travailler en bonne intelligence avec des partenaires internationaux, tout en créant des emplois localement pour les talents sénégalais et africains qui viennent se former ici, évidemment, puisqu'on est hub d'éducation. À côté de ça, nous avons également un data center qui est prévu, et ce data center-là a pour vocation à travailler avec le secteur privé pour justement que dans l'ensemble de ce qu'on met en place pour dire qu'on est en train d'aller vers la souveraineté de manière générale, on est ce qui est adressé par le data center donc public qui a déjà été inauguré pour l'administration, mais également pour que le secteur privé puisse aussi à travers cet outil adresser le développement d'activités, la création de valeur ajoutée, la création d'emplois et répondre de manière globale à cette problématique de maîtriser les données d'usage sur tous les secteurs de l'économie. En résumé, voilà Mohamedou pour un peu répondre à cette question, savoir si la marche vers la souveraineté numérique est en tout cas bien couverte dans l'ensemble de ce qu'on déploie. Très bien. Merci beaucoup, Bassirou Ba, donc CEO de PTN au Sénégal, pour cet éclairage lié à la stratégie de mise en place d'un data center public que vous avez inauguré récemment, dont l'objectif est de moderniser l'administration. Et si je comprends bien, il y a un autre data center privé qui est prévu prochainement pour accompagner cette dynamique d'aller vers la souveraineté numérique du Sénégal. Donc, également, vous avez beaucoup insisté sur le capital humain, l'importance du capital humain qui est fondamentale pour arriver à ces objectifs. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur le chat et que les équipes me remontent, et ces questions qui montrent l'intérêt que le public a de ce sujet-là. Donc, avant de refaire un autre tour de table, donc peut-être Mounir aussi, il a été beaucoup question de préalable avant l'aller vers cette souveraineté. Vous qui êtes expert dans le domaine de l'intelligence artificielle et que vous venez d'intégrer Huawei, quelle est la vision que vous avez aujourd'hui de ces préalables qu'il faut assurer en avant pour aller vers cette souveraineté numérique en Afrique? Merci Mohamedou, merci pour l'invitation. C'est ma première intervention publique sous la casquette, ou je dirais sous la cravate rouge Huawei. Donc j'ai rejoint Huawei il y a presque un mois, et je suis aligné avec la vision de Huawei de dire, et je plante le décor maintenant pour discuter du sujet, c'est l'Afrique pour l'Afrique avec les Africains. Je fais partie de la première couche d'exécutifs africains qui vont gérer
le business et qui vont être préparés pour prendre des responsabilités exécutives au sein de Huawei pour l'Afrique. Et ça, c'est extrêmement important et c'est un message qui me tient à cœur et qui fait la différence au cœur de cette discussion de la souveraineté et des compétences et de la formation des Africains. Notre mission chez Huawei aujourd'hui, c'est de ramener le digital à toute personne, à tout foyer, à toute entreprise pour un monde totalement connecté, intelligent et digital. D'accord? Et pour revenir à cette discussion sur la souveraineté numérique et la souveraineté aussi dans un monde où l'Afrique est au cœur comment dire, je vais essayer de choisir mes mots, mais au cours d'une dynamique Est-Ouest, il faut absolument qu'on puisse être outillé pour passer de la vague des télécommunications vers la vague du digital. Et je reprendrai l'analogie entre les télécoms et le digital. Le télécom, à un certain moment, et s'il y a des personnes avec des cheveux gris comme moi qui ont vécu les postes de télécommunications dans les années dans le XXe siècle, vous vous rappelez que la dérégulation est venue pour ouvrir les marchés des télécommunications, mais l'accompagnement par des législations, par des lois qui gèrent les données, qui sont générées par les télécommunications, a été très, très importante et très bien préparée pour ouvrir les marchés des télécommunications et pour s'assurer que des communications qui sont confidentielles entre personnes ne peuvent pas se retrouver à l'extérieur. D'accord? Donc, cette analogie devient très importante dans le digital et l'accompagnement, comme Amine le disait tout à l'heure, l'accompagnement par les lois, par la souveraineté, par la confiance, par la sécurisation de ces données doit être à la hauteur de ce nouveau challenge, premièrement. Le deuxième point aussi, qui est extrêmement important, c'est, et je suis très partisan de la souveraineté de la donnée au niveau national, je ne vois pas une souveraineté panafricaine ou africaine, pas du tout. Donc, je ne suis pas partisan parce que chaque pays a ses spécificités, a ses structures, a ses gouvernements. Voilà, je ne vois pas ça, mais je vois un partage comme Smart Africa, une plateforme de partage de best practices qui permettent au pays de voir ce qui se passe juste à côté au lieu de voir, parce qu'il y a plus de similarités entre nos pays africains plutôt que de regarder vers le nord ou vers l'est ou vers l'ouest et qui peuvent avoir un déconnect par rapport à nos spécificités africaines. Encore, je rappelle que Huawei a signé avec l'Union africaine depuis 2015 un premier protocole qui a beaucoup évolué. On voit aussi l'écosystème, même au niveau numérique, qui se développe, des agences gouvernementales qui se développent et qui prennent la main, un peu pas très à la bonne vitesse à mon avis, mais au moins il y a des initiatives ici et là et on a cité tout à l'heure le cas du Sénégal, il y en a d'autres cas, on a une certaine maturité dans les discussions avec certains gouvernements, mais c'est pas encore à la vitesse de croisière qu'on aurait aimé voir et surtout que le digital va devenir le cœur du business, le cœur de la sécurité, le cœur de l'économie africaine dans les années à venir.
Très bien. Merci beaucoup, Mounir Jussi, pour ces précisions. Donc, je retiens deux choses, que l'Afrique doit être outillée pour passer la vague des télécoms vers la vague du digital. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, c'est une évolution de cap. Deuxième chose, vous disiez que vous ne voyez pas de souveraineté panafricaine. Tu es partisan d'une souveraineté sous le cap d'une alliance comme Smart Africa, qui pourrait coordonner tout cela pour aller vers des best practices et qu'on aille vers une harmonisation de tout cela. Voilà, donc ça me permet de faire la transition pour aller vers mon ami Lassine Koné, pour lui poser la question de savoir que cette souveraineté numérique a été, parce qu'on avait eu une discussion là-dessus durant la période Covid, où on avait sélectionné un certain nombre d'innovations qui venaient de plusieurs pays africains. On s'est rendu compte que toutes ces innovations-là étaient hébergées dans des clouds étrangers. Et ça posait un problème de souveraineté. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une stratégie pour mettre en place une sorte d'harmonisation de l'ensemble de ces politiques-là pour aller vers un cloud africain? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'intervention de mon frère Mounir que j'ai suivi attentivement. Oui, Mounir, qui est un frère qui croit à la souveraineté de chaque pays, mais la souveraineté africaine, bon, à travers peut-être, sauf à travers les structures, les organisations comme Smart Africa, où on peut arriver avec le partage des bonnes pratiques, avoir quelque chose. Ma réponse à ça, et puis ensemble avec votre question, est que aujourd'hui, ça fait maintenant les derniers 3 à 5 ans passés, il y a vraiment une souveraineté africaine. Hein, et une souveraineté africaine, et on a vu ça surtout pendant la COVID. Donc, la pandémie COVID a propulsé la question numérique sur le devant et de la scène pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle a accéléré la numérisation, on le connaît, dans de nombreux pays, des domaines d'activité, en raison de la nécessité de fournir des services, parce qu'on fait la seule chose qui pouvait garantir, respecter les règles de distanciation, c'était le numérique. Et ensuite, parce qu'elle a souligné aussi l'importance vitale de l'accès des gouvernements et des ressources et des entreprises, à des données. C'est-à-dire que des informations précises pour la surveillance, la santé publique, ainsi de suite. Mais cette pandémie a également mis au premier plan des questions difficiles relatives à cette numérisation croissante. Je vous en cite 3. Tout d'abord, la dépendance forte de certains acteurs et services, notamment dans le cloud. Il faut éviter les effets de lock-in. Le gouvernement ne devrait pas être obligé d'utiliser des technologies spécifiques. L'utilisation des normes et des standards ouverts devrait normalement garantir une grande diversité de choix technologiques pour nos pays. Ensuite, elle a rendu encore plus visible la faible présence de certains États et leurs entreprises dans le domaine des infrastructures vitales et d'intérêt. Cela a créé bien sûr une dépendance extérieure forte, surtout en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique représente moins de 1% de la capacité des centres de données multilocataires dans le monde. Et plus de 80% de notre trafic international au débit est redirigé vers d'autres parties du monde. Et on a vu, et on a eu des solutions, il y a eu des solutions qui ont été proposées pendant le Covid, et nous avons fait plusieurs conseils conseil de pilotage et puis conseil des chefs d'État. La première condition d'abord, on a proposé plusieurs solutions. L'Occident je peux dire, les pays mieux équipés nous ont proposé plusieurs solutions de Covid, mais la condition était qu'il faut que les données soient hébergées sur les clouds dans ces pays équipés. Et la réponse était non à l'unanimité par tous les chefs d'État. Alors enfin, je pense qu'elle montre toujours la difficulté de faire cette transformation une chance vraiment pour tout. Et ça surtout, et quand je dis il faut voir souveraineté, c'est souveraineté nationale, mais la collection de plusieurs souverainetés nationales, ça devient vraiment une souveraineté africaine. À l'unanimité, il n'y a pas un pays qui a dit que les pays, à la rigueur, ils étaient d'accord.
Si le cloud, les données sont hébergées au Maroc, je suis partant. Si les clouds étaient hébergés à île Comores, je suis partant. Mais si les clouds étaient hébergés au-delà de nos frontières continentales, ça ne passait pas du tout. Donc, il y a la nécessité vraiment d'une souveraineté africaine. Mais je vais loin, surtout pour ce que mon ami, mon cher frère de l'APB a dit. Il y a la souveraineté, il y a le cloud de confiance aussi qui est important. Bien sûr. Merci beaucoup, cher Lassina, pour ces précisions. Il y a énormément de questions qui nous tombent sur le chat et qui concernent justement ces questions, notamment une question qui nous vient de Shafik Mohamed qui disait comment parler de souveraineté africaine alors que toutes les infrastructures sont fournies par des acteurs chinois? N'est-ce pas une utopie? Il demandait d'être éclairé par rapport à ce point-là. Donc, je poserai la question tout à l'heure à Bassi Rouba et à M. Mounir Sossi qui pourront apporter des réponses là-dessus. Mais avant cela, M. Amin Zarouk, aujourd'hui, le Maroc veut prendre le devant pour aller vers un cloud de confiance, comme tu l'as dit tout à l'heure, et non pas vers la souveraineté, mais un cloud de confiance. Quels sont les préalables, justement, pour aller vers ce cloud de confiance? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour aller vers cette cloud de confiance? Il y a cette volonté-là de Smart Africa d'aller vers cela. Le Maroc a certes le capital humain qu'il faut, a cette volonté de le faire, mais qu'est-ce qui reste maintenant à faire pour aller vers cette cloud de confiance? Le micro qui n'est pas allumé, Mounir. Amin Zoubir. Oui, la question est pour Amin. Hein? Vas-y. Elle est pour Amin. Mounir, c'est ça. Le micro, Amin. Vous êtes en mute, je pense, oui. Voilà, c'est le micro. Non. Le micro ne fonctionne pas. Peut-être qu'en attendant. En attendant, je peux répondre à la question sur le chat, si tu me permets. Tu peux répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure sur ces infrastructures sont fournies par Huawei. Tout à fait. Huawei, le statement officiel de Huawei, ok? On est partisan de cloud souverain avec la souveraineté de la donnée au niveau national, ok? On est dans le top 5, on vient d'un monde des télécoms, on est dans le digital depuis 2017 avec notre offre cloud. On est, par les statistiques, on est 5e avec une croissance à 3 chiffres les 2 dernières années. On a la plus grande croissance d'usage de notre cloud public et on est les seuls partisans d'un cloud souverain avec de la donnée au niveau national. Contrairement aux hyperscalers et avec toutes les discussions politiques, avec le Cloud Act que vous connaissez bien et qui met en péril la donnée des entreprises nationales ou des entreprises africaines qui utilisent ce genre de cloud. Donc, la technologie, on est un technologie enabler. On met à la disposition de nos clients, de nos gouvernements, de nos entreprises, de nos individus, de la technologie, l'usage, la formation, l'exécution, la sauvegarde doit être souveraine et nationale. Et ça, c'est notre position. Et j'y crois comme c'est une conviction personnelle en premier et que je partage les mêmes valeurs avec Huawei qui sont partisans de la donnée au niveau national et au niveau gouvernemental. Donc là, on revient à chercher des partenaires technologiques, mais surtout pas mettre de la donnée qui est maintenant l'or, je vais dire, le diamant du 21e siècle, c'est de la donnée. Si on la met en dehors des frontières, ben, on met en péril la survie de notre économie, de notre indépendance économique et souveraine et sécuritaire par la suite. Donc voilà, pour répondre à la place du diamant et de l'or, j'aurais préféré parler d'énergie verte, parce que c'est également, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'énergie. Je ne sais pas aussi, on a l'occasion. Mais c'est Mohamed, permettez-moi d'ajouter quelque chose, c'est ce que mon frère Mounir vient de dire. Oui. Je relance la question au public. Quand on dit des investissements chinois et puis on parle de la souveraineté,
Vous pensez que les Africains sont à l'abri si c'est des investissements américains ou bien européens? La question reste posée. Tout le monde a un agenda. La question fondamentale, quel est l'agenda de l'Afrique? Donc, c'est ça la question. L'agenda de l'Afrique. Vous allez, bien sûr, les fournisseurs de cloud, les hyperscalers et tout le monde a un agenda. Il ne s'agit pas seulement de la Chine. Mais c'est à nous de prendre notre destin en main, c'est-à-dire d'avoir la compétence pour gérer nos données au niveau des data centers ou alors ce que nous appelons souvent les backdoors. Et il y a la compétence pour ça. Même aux États-Unis, les Américains utilisent des produits chinois. Les Chinois aussi utilisent des produits américains. Donc, la question n'est pas vraiment que ce soit chinois, que ce soit telle nationalité. Tout le monde a un agenda, mais l'Afrique doit prendre ses responsabilités et avoir un agenda. C'est ce que je veux ajouter. Et ça doit être défini en haut lieu, notamment soit au niveau de l'Union africaine, au niveau de Smart Africa, qui absolument. Pour que l'Afrique puisse aller et d'ailleurs, nous avons déjà commencé ça dans plusieurs domaines. Dans notre groupe de travail de gouvernance des données, dans notre groupe de travail d'identité numérique, exactement, l'agenda de l'Afrique est là. C'est-à-dire, c'est être vraiment souverain. Quand on dit souverain, c'est des techniciens, c'est la compétence africaine. Et ça existe. Très bien. Dans l'exécution de tout cela, donc, il y a le Sénégal qui a dû entendre parler de ça, parce qu'ils ont inauguré leur data center il y a quelques semaines. Bassirouba, donc on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu sur les critiques de l'opposition, notamment au Sénégal, qui disaient que ce data center était géré par la Chine, était fourni par la Chine dans le cadre de la coopération, donc on ne pouvait pas envisager de souveraineté numérique. Quelle est la réponse que vous avez à donner par rapport à ça, Bassirouba? Merci Mohamedou. Je souriais en fait quand l'ASINA en fait et même Mounir, mais surtout quand l'ASINA en fait notre grand frère était en train de parler, parce que c'est exactement ce que je pense. Je pense que c'est un débat c'est un débat intéressant, mais la réalité elle est autre. Et je pense que c'est exactement ce qui a été dit. Nous n'avons pas en Afrique, nous n'avons pas les constructeurs actuels des équipements des data centers. Donc, en fait, le débat doit être ailleurs, c'est-à-dire que est-ce que nous avons la capacité de mettre en place, en fait, un secteur privé local fort qui va apprendre vite et mettre en cohérence l'ensemble de ce qu'on met en place pour que demain, nous puissions avoir cette souveraineté. C'est ça le vrai, à mon avis, c'est le vrai débat. Le reste, en fait, c'est un débat intéressant en 2 minutes, mais je pense que le débat, il est ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser les applicatifs, la connaissance qui est derrière et pouvoir apprendre vite et mettre en cohérence l'ensemble de ce qu'on met en place. Je n'aurais pas dit mieux que ce que la Sénat a déjà dit, c'est d'avoir nous-mêmes notre stratégie. Je pense que c'est le vrai débat. Le reste est un débat intéressant pour 2 minutes. Vous m'entendez? Oui, Amine. Désolé, j'avais un problème de micro tout à l'heure. Merci Bassirou pour ces précisions par rapport à la réponse donnée. Il y a juste un commentaire qui disait que c'est la guerre, c'est Sambassène qui disait ça, c'est la guerre des hyperpuissances entre elles. C'est pas notre affaire en tant qu'Africains, donc c'est la Chine qui se confronte aux États-Unis ou à la Russie. Donc l'Afrique n'est pas concernée du tout par cette guerre. Le débat doit être ailleurs et ça rejoint un tout petit peu ce que disait Bassirouba tout à l'heure. Amine, pour revenir vers toi, donc je te redonne la parole. Ok, justement, je pense que je vais dans le même sens que la SINA ou Bassirou. Effectivement, c'est une vraie question de dire voilà, cette souveraineté. Votre question était par rapport à quels sont les ingrédients, qu'est-ce qui nous manque, quel est notre niveau de préparation pour justement attaquer ce gros chantier. Bon, bien entendu, le premier ingrédient, c'est la volonté commune. Et là, je pense que nous avons fait un très très bon bout de chemin ensemble dans cette question, drivé par la dynamique insufflée par Smart Africa, et je réitère mes remerciements par rapport à tout le travail qui est fait dans ce sens. Bien entendu, il faut, quand on parle de niveau de préparation, c'est-à-dire il y a la volonté, il y a aussi la production. Quand je dis la production, sur la chaîne de valeur, on n'est pas obligé d'être capable, on va dire, dans un premier temps, de fabriquer nos propres serveurs et nos propres cartes électroniques pour pouvoir parler de souveraineté. Nous pouvons nous positionner sur une grande partie de la chaîne de valeur. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a la partie infrastructure où on doit être des bons producteurs et pas que des consommateurs. Mais il y a aussi ce travail qu'on doit faire ensemble pour
régulé pour pouvoir travailler sur les règles, sur la sécurité des données, sur une véritable organisation, un travail juridique qui doit être fait, un travail au niveau de la sécurité, et d'ailleurs je pense que ça va être discuté dans le deuxième panel, un travail également sur les conditions commerciales, c'est extrêmement important, et bien entendu sur l'opérationnalisation et avec une bonne coordination entre les différents pays. Moi, je pense que nous sommes sur les rails, on tient le bout du fil, et je pense que si on continue sur cette belle lancée, nous allons finir par atteindre notre objectif justement de souveraineté continentale et de cette complémentarité qui va permettre justement à tout le continent atteindre un maximum de souveraineté. Peut-être pas à 100% dans un premier temps, mais au moins un niveau très très avancé. Et bien sûr, je réitère la notion qui est très très importante du chantier d'une zone de libre-échange de données. On parle beaucoup de zones de libre-échange commerciales ou de personnes. Il faut maintenant essayer d'étudier ce cadre légal pour définir cette zone de libre-échange de données. Une autre question qui parlait d'agenda, comme le soulignait tout à l'heure notre ami Lassina Koné, qui disait que l'agenda du Maroc n'est pas forcément celui du Congo, celui du Sénégal. Chaque pays a son agenda et comment arriver à harmoniser cela. Donc, je reposerai la question à Lassina Koné tout à l'heure. Shamsuddin, donc, pour revenir aux Comores par rapport à la stratégie que vous allez mettre en place pour la gestion des données, pour la modernisation des données, il y a également des questions qui vous ont concerné par rapport aux Comores. Quelle est la stratégie de l'ANADEM que vous dirigez aujourd'hui en termes de modernisation des données et la mise en place d'un data center? Aujourd'hui, si vous voulez, on est au tout début de notre histoire. Hein. On a un niveau de maturité qui est beaucoup plus bas que ceux des pays en présence. Alors, juste, je profite de ce petit silence pour vraiment vous m'excuser parce que j'ai une ouverture d'une cérémonie que je dois faire, donc je m'excuse vraiment et je suis ravi d'avoir participé à cette très très belle rencontre. J'espère que il y aura certainement une continuité et un avancement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Mounir. Au revoir. Ok. Shamsuddin, vous pouvez continuer. Vous m'entendez? Oui, c'est bien, vous entendez. D'accord. Non, mais écoutez, alors, de manière générale, hein, nous, si vous voulez, on démarre un peu notre transformation. Nous avons défini 19 actions prioritaires à mettre en place, que ce soit sur les aspects réglementaires, sur les aspects gouvernance, les aspects projets. On a décidé de prioriser 10 domaines, à savoir la finance, l'éducation, la santé, en passant par l'état civil, l'identité, droit et justice. Donc, on va vraiment faire le focus sur ces 10 domaines prioritaires pour faire en sorte que la digitalisation de ces secteurs puisse se faire le plus rapidement possible, mais pas n'importe comment. Pour cela, on a besoin de mettre en place certaines briques, notamment ce qu'on appelle des facilitateurs digitaux. Nous devons implémenter un cadre d'interopérabilité. On doit mettre en place un certain nombre de plateformes qui vont nous permettre de mieux identifier et gérer nos citoyens. Et pour cela, vous le voyez bien, que pour accompagner cette transformation digitale du secteur public, mais aussi apporter de l'oxygène pour notre secteur privé, qui a besoin lui aussi de tirer profit des leviers qu'apporte le numérique, a besoin de se digitaliser et a besoin de voir les barrières à l'accès de ce monde digital qui soient réduites. Donc, par conséquent, s'érige cette question
d'infrastructures critiques que nous devons absolument disposer pour justement répondre à ces besoins-là, à ces enjeux-là, mais en même temps être dans cette dynamique régionale et panafricaine aussi pour tirer profit de cette appartenance territoriale. Nous faisons partie des 54 pays de la zone Afrique. On doit, à un moment donné, et c'est peut-être l'objet de votre dernière question sur le positionnement géographique, on doit être en capacité de permettre à nos startups, nos entreprises, d'aller proposer des services sur notre territoire. Et vraiment, cette question du numérique est vitale pour nous, qui sommes, comme vous savez, un pays insulaire. Le fait d'exister d'une nouvelle manière sur cet espace numérique nous permet de nous affranchir de cette contrainte géographique, mais pour pouvoir vraiment le faire en ayant vraiment les pieds sur terre, avec une vraie détermination, on doit faire les bons pas, on doit poser les bonnes bases et surtout on doit prendre les bonnes décisions au bon moment, et nous sommes vraiment dans cette fenêtre de tir. Très bien. Merci beaucoup, Shamsuddin, pour ces précisions concernant la stratégie de l'ANADEM pour mettre en place des infrastructures critiques et accompagner le développement du numérique dans votre pays. Voilà, donc on va faire un dernier tour de table avant de… Diallo, est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Pas en ligne, hein. On est là, on t'entend. On t'entend, Lassina. Tu nous entends? Lassina Koné, on t'entend. Voilà, je disais qu'on allait vers un dernier tour de table pour clôturer ce premier panel. Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes là? Oui, Lassina, on t'entend. Lassina? Lassina Koné? Il me semble qu'on a perdu Diallo. Hein. On t'entend. On t'entend, donc tu peux parler. Hein. Je vais te donner la parole pour peut-être clôturer ce panel. Je rappelle juste à nos chers panélistes que ce sujet est passionnant et ça fera l'objet des prochaines assises de la transformation digitale qu'on aura l'occasion. Je pense que Diallo est de retour. Monsieur Diallo, vous êtes là? Oui, vous nous entendez? Lassina Koné, vous nous entendez? Dites qu'on entend. Oui, donc je vais passer un coup de fil à Lassina Koné pour lui dire qu'on entend. Il peut continuer à parler même si on ne le voit pas. Ouais, donc je disais que le sujet est passionnant, donc ça fera l'objet des prochaines assises de la transformation digitale que nous organisons depuis 10 ans, qui se tiendra cette fois-ci et pour la première fois en terre africaine à Marrakech, donc à l'université Mohamed VI Polytechnique, qui nous permettra donc de discuter sur les enjeux des infrastructures critiques en Afrique. Donc, un dernier tour de table pour passer la parole à Bassirouba. Bassirouba, peut-être pour un mot de conclusion pour finir ce panel. Merci beaucoup, Mohamedou. Je pense qu'on n'a pas encore fini. C'est la preuve de la richesse de ce thème que vous avez choisi. Et je pense qu'il y aura la suite. Nous, en tout cas, on est disposé à apprendre des meilleures pratiques parce que c'est un domaine qui est complètement nouveau, quoi qu'on puisse dire. Et il y a vraiment une volonté très marquée d'aller vers ça et de le faire de manière cohérente et surtout au bénéfice de nos pays de manière générale. Donc, c'est ça le vrai débat. In fine, c'est comment créer de la valeur, créer de la compétence et être en chemin vers cette souveraineté et développer des alliances qui permettent de mettre en place en tout cas des choses cohérentes, non seulement au niveau local, mais également au niveau panafricain. Donc, c'est en résumé cela. Et le PTN est un hub donc, qui se veut sous-régional. Donc, je vous invite à regarder ptn.sn. Vous verrez ce que nous voulons faire et nous sommes très ouverts au partenariat. En résumé, mais nous sommes disponibles pour la suite du débat. Merci. Très bien. En tout cas, je vous tends encore la perche une fois de plus les 25 et 26 novembre prochains au Maroc, où nous allons tenir les 10 ans des assises de la transformation digitale pour parler de ces questions liées à la souveraineté numérique. Donc, c'est un débat qui est ouvert. On sera ravis de t'accueillir pour parler de la stratégie du Sénégal, pour partager l'expérience et les retours d'expérience qu'on pourrait avoir. Merci beaucoup d'avoir participé à ce panel. Je vois que notre ami Lassina Koné nous a rejoint. Rebonjour, Lassina Koné. Oui, rebonjour. Voilà, donc un dernier mot pour terminer ce panel. Voilà, un mot de conclusion. Nous avons été vraiment ravis de t'accueillir et je rappelle pour les assises de la transformation digitale, Lassina Koné est le président du jury.
le président de la commission scientifique. Donc, c'est lui qui le préside avec nos partenaires pour apporter du contenu sur les discussions que nous allons avoir. Et il y a une question fondamentale qu'on n'a pas pu aborder, c'est la question de l'énergie. C'est la question du réchauffement climatique liée au déploiement de toutes ces questions-là. Et c'est des questions qu'on pourra aborder à l'occasion des assises de la transformation digitale. Et on sera vraiment ravis de pouvoir vous accueillir. Un mot de conclusion, chère Lassina, avant de passer la parole à Mounir et à Shamsuddin. Merci beaucoup. Merci Mag, merci mon frère Diallo, merci Bassirou, tout le monde, Mounir et tous les panélistes et Shamsuddin. C'était un plaisir vraiment de participer à cela, mais moi, pour le mot de clôture, c'est difficile parce que quand vous voyez, on a plus de 50 pays en Afrique, ça veut dire qu'on a plus de 50 régulations en termes de gouvernance de données et tout, mais c'est difficile, mais ce n'est pas du tout impossible. Ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est une des raisons qui sont à la base de la création de Smart Africa en 2013. Et nous travaillons nuit et jour pour la gouvernance des données en Afrique ainsi que l'identité numérique, et on aura l'occasion d'en parler certainement en novembre au Maroc quand je vais faire des déplacements. C'est que la souveraineté, la collection de multiples souverainetés, on peut créer la confiance entre les pays africains qui nous ramène vers ce qu'Amin disait, qui est un cloud de confiance, et on le fait ça à travers Smart Africa Trust Alliance, l'alliance de confiance de Smart Africa, qui veut dire que moi, je viens de la Côte d'Ivoire et mon frère Mounir vient de la Tunisie, ou alors Shamsuddin vient de Comores. Comment est-ce que les États peuvent se faire confiance en s'échangeant des données? Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un des plus grands chantiers sur lesquels Smart Africa travaille en ce moment. Et nous sommes complètement ouverts. On ne peut pas le faire seul. Il faut le faire à travers les partenaires. Les raisons pour lesquelles le secteur privé, l'APB du Maroc, a pris le devant par rapport à Cloud de Confiance, et nous travaillons ensemble pour la réalisation de cela. Et nous allons certainement parler de cela en détail en novembre pendant les 10 ans de la célébration de l'APB. Et vraiment, merci beaucoup. C'est difficile, mais c'est possible. Puis car personne ne sait pas les hyperscalers qui viendront, par exemple, installer ces genres d'infrastructures de données, des data centers pour nous, que ce soit les data centers souverains, que ce soit les data centers privés et tout. Aujourd'hui, tout ce que nous perdons aujourd'hui, c'est nos propres messages de tous les matins quotidiens que nous utilisons, et où c'est hébergé, surtout je parle de la messagerie, des WhatsApp et des autres là qui sont hébergés à l'étranger. Mais quand il s'agit des vraies données, les nouvelles ressources aujourd'hui, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le café, ce n'est pas le cacao, ce sont les données. Alors, évitons de divulguer nos données et protéger nos données en nous mettant ensemble pour travailler ensemble pour un cloud africain souverain. Merci. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, cher Lassina, pour ces mots d'optimisme sur la protection des données, sur la valeur des données de l'Afrique qui est, comme je disais tout à l'heure, le diamant, ou pour moi, c'est pour l'énergie verte pour l'Afrique, pour le développement de notre continent pour la suite. Juste un mot de conclusion. Voilà, donc pour Shamsuddin, peut-être un mot à rajouter là-dessus par rapport à ce qu'a dit notre frère Lassina. Oui, rapidement, juste dire qu'on n'est pas encore adhérent de la Smart Africa, bien qu'on suit avec beaucoup d'attention cette dynamique. Je ne sais pas s'il y a une place pour les petits pays États insulaires par rapport aux conditions d'accès. Au niveau de Smart Africa, c'est les petits pays qui font les grandes choses. Hein. Très bien. Et on n'a aucun complexe, rassurez-vous, mais peut-être en guise de conclusion, outre les remerciements, vraiment, nous on est très heureux que notre chef d'État ait pris cette décision historique en 2018 d'aller vers la transformation numérique de notre territoire. C'est une décision qui porte l'espoir tout simplement pour permettre à cette jeunesse qui représente 60% de notre population aujourd'hui de croire en l'avenir et de croire en Afrique. J'ai bien aimé ce qu'a dit tout à l'heure sur la diplomatie digitale, la circulation des données, mais également des compétences. Je pense que si on arrive à créer les conditions d'usage, de développement, d'hébergement, de toute activité digitale dans notre pays, on offrira le choix à ces jeunes
soit de rester là et de travailler pour des entreprises comoriennes, pour des entreprises étrangères depuis les Comores, mais aussi permettre à des gens qui sont au Sénégal, qui travaillent au Sénégal, qui investissent au Sénégal, aussi de venir chez nous sans qu'il y ait une rupture, une discontinuité de sécurité, de confort en termes de protection des données, comme le disait M. Lassina tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment à ça que nous, on aspire aujourd'hui. On a une vision optimiste, mais en même temps réaliste des difficultés que nous devons franchir. C'est difficile, mais c'est possible. Je reprends les termes de M. Lassina. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez compter sur CIOMAG pour porter la bonne parole, pour accompagner cette dynamique qui est en cours. On le fait. Et d'ailleurs, là, je vois un commentaire d'un professeur qui dit que le lien de la vidéo de ce panel sera envoyé à ses étudiants pour leur servir de support. Et c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que vous êtes écoutés, vous êtes suivis et ce support sera disponible dans les prochains jours sur CIOMAG. Juste un mot de conclusion, M. Mounir Soussi, pour clôturer le débat par rapport à ce qui a été dit. Très rapidement, mon ami Lassina a gagné doublement aujourd'hui. Il a gagné un nouveau adhérent en les îles du Comore et a gagné aussi une invitation de ma part pour découvrir la région du Souss dans le sud du Maroc, dont je suis originaire. Ça pose la confusion, le souci du Souss de la Tunisie, et une région aussi dans le sud du Maroc qui s'appelle le Souss. C'est l'Afrique. Autour de Agadir, où les Berbères étaient originaires, les premiers habitants du Maroc. Mais je vous inviterai avec grand plaisir à visiter ma région, Monsieur Lassina. Et je confirme, Mohamedou, je réitère l'intérêt de ce débat et je confirme ma participation aux assises au mois de novembre. Donc, en le nom de Hawaii, on y sera. C'est un débat très intéressant et qui va porter la conclusion de ce que je disais. Ce genre de débat en connaissance de cause, en partageant tous les risques et les avantages du cloud, du digital, portera l'information aux décideurs pour prendre des décisions en connaissance de cause. C'est ça la richesse du débat, c'est ça la richesse de la diversité, c'est ça la richesse d'avoir plusieurs experts, plusieurs partenaires technologiques qui ramènent de la richesse de la discussion pour amener et élever le débat à un niveau qui permettra aux décideurs de prendre des décisions en connaissance de cause, en ayant toutes les informations à disposition. Et c'est là l'objectif de Hawaii, c'est de ramener ce débat et se ramener de ce genre d'informations, c'est de ramener le retour d'expérience pour aider les États à prendre des décisions en connaissance de cause. Ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup, cher Mounir. Merci beaucoup, cher Mounir Soussi, pour ces précisions. Merci encore une fois, M. Lassina Koné, CEO de Smart Africa. Merci à Amin Zarouk, président de la Fédération de la PBI, qui œuvre également pour la mise en place d'un cloud de confiance, il l'a dit tout à l'heure. Merci à Samsudine, DG de l'Agence nationale du numérique de l'Union des Comores, pour ses précisions par rapport à… Donc, je reçois des commentaires en disant que c'est très bien d'avoir invité les Comores. Des pays insulaires sont souvent oubliés. C'est une bonne chose de le faire à travers ce débat. On était ravis de t'avoir parmi nous à l'occasion de ce forum. Merci également à Francis Bouba pour ces éclairages liés au parc des technologies numériques du Sénégal et le déploiement du cloud souverain Tier 3 du Sénégal qui a été mis en place. Merci également à Wang, VP Huawei North et Mounir Soussi, vice-président Cloud et Intelligence Artificielle pour Afrique pour le groupe Huawei. Donc, en tout cas, encore une fois, on sera ravis de fêter, de célébrer les 10 ans de CIOMAG, les 10 ans des assises de la transformation digitale au Maroc au mois de novembre. Donc, je le répète, parce que c'est la répétition est une pédagogie. Donc, on sera vraiment ravis de pouvoir vous accueillir pour échanger sur toutes ces problématiques-là qu'on a pu avoir aujourd'hui, mais cette fois-ci pas en virtuel, mais en face, avec des acteurs de qualité pour pouvoir avancer sur ces sujets. Alors, donc, nous allons démarrer notre panel. Je vous invite à vous reconnecter sur un autre lien qui est sur le chat que vous voyez donc à droite. Donc, il y a un lien qui vous a été fourni.
qui vous permet donc de participer, de basculer dans notre échange sur la confiance liée à la souveraineté numérique, un débat qui va être animé par Jean-Michel Houet avec des intervenants de très bon niveau. Vous allez également pouvoir trouver beaucoup de plaisir à partager le prochain panel. Merci à toutes, merci à tous d'avoir participé. Et le lien vous sera renvoyé très rapidement, peut-être aujourd'hui ou demain, et vous aurez les conclusions sur CIUMAG dans les prochains jours. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas de vous connecter sur l'autre lien pour participer au Très bien. prochain. Merci. Merci.